Let's go, bienvenue dans ce nouvel épisode d'un podcast avec The Machine. Alors, en tant que dirigeant, Nicolas, parce que tu accompagnes les dirigeants, comment savoir si notre réussite est vraiment alignée avec nos désirs profonds? Parce qu'on a eu une discussion à ce sujet déjà la dernière fois. Le fait de rester motivé dans son activité, de garder le feu intérieur. Parce que si on n'a pas ce désir qui est vraiment aligné avec notre boîte, c'est difficile de tenir à long terme. Donc, comment est-ce qu'un dirigeant, comment savoir en fait si en tant que dirigeant, notre réussite est vraiment alignée avec notre désir profond? Alors, c'est pas une question mentale, c'est une question qui demande de se connaître. C'est-à-dire que moi, par exemple, en toute proportion, je sais pas, ça se dit pas ça d'ailleurs, toute proportion gardée, euh, le si peu de succès que j'ai eu, j'ai connu du succès ou de la réussite qui ne me nourrissait pas intérieurement. C'est-à-dire que, bon, j'étais content d'amener une certaine valeur, voilà, mais à l'arrivée, tu vois, je vais pas dire que j'étais comme Madonna après un concert devant 90 000 personnes à l'hôtel toute seule et ressentant un énorme vide après avoir reçu des tonnes et des tonnes d'amour. Donc j'en étais pas là, mais ça me nourrissait pas. Je me disais, il manque quelque chose de l'ordre du feu justement, c'est-à-dire qui au-delà de l'argent, au-delà de la valeur ajoutée, je deviens la personne que j'ai envie de devenir. Hmm. Donc ça, personne d'autre peut le décider, personne d'autre peut le ressentir à notre place, tu vois. Et donc, du coup, ça demande en fait une écoute intérieure importante, quotidienne, parce que en fait, on peut nourrir des désirs qui sont vides, c'est-à-dire bon bah si moi on m'a dit que avocat c'est mieux que boucher, bah si j'ai envie de faire plaisir à ma famille, bah, du coup, ok, je fais les études pour être avocat, puis après, je suis avocat, puis après, je m'emmerde. Donc, j'ai une certaine réussite, je suis reconnu au barreau, je peux faire certaines choses, mais je suis vide, tu vois. Donc, c'est une réussite d'un point de vue collectif, extérieur, social. Mais à l'intérieur, pour répondre à ta question, ben, je trouve pas quelque chose dans ma vie d'avocat, tu vois, qui accepte le plaisir d'être avocat, qui accepte les limites d'être avocat, qui accepte le revenu d'être avocat, qui accepte les contraintes d'être avocat, tu vois. Et donc voilà, donc une réussite qui est alignée avec des vrais désirs, c'est tu le ressens, les autres vont le ressentir aussi, mais c'est quelque chose qui nourrit la partie évolutive de nous, c'est-à-dire la partie qui est au-delà de l'animal et du mammifère, d'accord? Parce que bah un chien, un cheval, etc. Au bout de quelques semaines, il est lui-même et un animal n'est pas censé évoluer. Il n'est pas censé grandir en conscience. Il n'est pas censé, tu vois, un poisson, il n'est pas censé faire des apprentissages et se nourrir et amener de la valeur aux autres, tu vois. L'être humain, oui. L'être humain, voilà, il est là pour évoluer, pour vivre un chemin, en fait, un chemin d'évolution qui remplit quelque chose de profond. Donc, voilà, les faux désirs vont, tu débutes fort avec ta question, hein. Les faux désirs nourrissent du vide, les vrais désirs sont épanouissants à l'intérieur qui fait que du coup, bah, on a moins besoin de reconnaissance, de sources financières inutiles. On n'a pas besoin de plaire à des gens qui ne nous intéressent pas. Voilà, on kiffe en fait, même si on est critiqué, même si tu es comme Nadal et que, malgré que tu as un acharnement de dingue pour être dans ta réussite, eh ben, tu trouves une Roselyne Bachelot qui va inventer n'importe quoi et qui va faire un procès et qui le perdra à l'arrivée. Tu vois, bon, bah voilà, faut être prêt à ce genre de choses. Mais en fait, si ça te nourrit intérieurement, du coup, c'est un peu le défi des gens et des entrepreneurs actuellement, c'est que si ça te nourrit, ça va faire de toi quelqu'un qui est inarrêtable pour le plaisir d'être inarrêtable. C'est juste parce que ça nourrit tellement que bah, du coup, c'est tellement fun que du coup, on a du plaisir et de l'épanouissement à nourrir ça, à acquérir des compétences supplémentaires. Tu vois, par exemple, on en parle beaucoup moins maintenant. Moi, par exemple, j'ai adoré un peu la vie des handballeurs français sur plusieurs générations. Et qu'est-ce qu'on a constaté
avec les générations qui passaient, c'est que Léo Meyer et tout ça, là, le gardien, mais même les Karabatic et les Jérôme Fernandez et tout ça, et ben, à 32, ils continuent, à 35, ils continuent, à 38 ans, ils continuent, puis à 40, ils sont toujours là, tu vois, mais ils ont déjà tout gagné. Tu es déjà double champion olympique, tu vois, bon, voilà. Donc, par contre, l'aventure qui répond à un vrai désir de libre arbitre, c'est la vraie drogue de l'humain un peu épanoui. Mhm. Donc, du coup, bah, c'est sûr qu'on se prépare à ce qu'à un moment, en tant que sportif pro, si on parle là-dedans, bon, bah, le corps va poser ses limites. Ça sera réel, tout à fait. Mais voilà, à un moment, c'est même plus, voilà, c'est même plus une question de gagner ou de perdre. C'est que tu aimes, du coup, tu en as parlé avant qu'on débute, tu aimes tellement ce que tu fais que bon, bah, de toute façon, tu vois, les cellules répondent, tu as envie d'y aller, tu as envie de relever les défis inhérents à ce chemin de vie-là. Donc, pour moi, c'est ça. Ça fait beaucoup de choses pour une première question, mais why not? J'apprécie. T'es chaud dès le début. Allez. Carrément. Mais je crois que ça Voilà ce fait que je écho avec dirais. ton parcours. Je pense que tu pourrais nous détailler ton parcours. Quel est en fait, alors sur la question que je pose, mais pourquoi est-ce qu'un auditeur en fait écouterait ce que tu fais? Alors moi, je sais bien sûr pourquoi je t'ai invité, mais quel est ton parcours? Quels sont les différents éléments d'autorité de ton parcours? Je te laisse la parole. Ce qui est dominant, c'est que j'ai été voilà, un enfant et un ado qui s'est senti extrêmement mal dans le milieu dans lequel il était. Ceci doublé d'une hypersensibilité au vivant, donc tout ce qui est vivant autour, et d'ailleurs hypersensibilité à ce qui est sous-jacent au vivant, donc le niveau énergétique, évidemment, ça c'est ce que j'ai découvert après, mais depuis tout petit, j'étais à l'écoute de ça. Et puis tu peux rajouter au cocktail un goût pour explorer, décortiquer, euh, apprendre, démystifier les mécanismes qui se passent là, tu vois, entre les deux oreilles, qui se passent aussi dans le corps. Et donc, du coup, c'est des éléments qui, à court terme, n'allaient pas du tout ensemble. Et donc, le moyen que j'ai trouvé pour le vivre moins mal, c'est d'aller vers les gens et le métier. Donc, les gens, c'est les entraîneurs professionnels. Donc, très, très vite, en fait, à 17 ans, j'ai vu que, comme mes éléments à l'intérieur ils dysfonctionnaient, bah évidemment au tennis ça pardonne pas. Donc j'adorais le tennis, j'étais correct techniquement puisque jusqu'à 13 ans j'étais dans les meilleurs de la région, mais je passais pas émotionnellement. Ça commençait déjà dans mon histoire de vie à déconner. J'ai essayé basketteur, mais 1,87 m, t'es ni grand ni petit. Donc, quand tu as les savoir-faire d'un grand et que tu te retrouves par rapport au niveau tout petit, ça va pas. Donc, du coup, très vite, je suis basculé en tant qu'entraîneur avec ce mal-être qui était très inconscient, avec qui j'avais personne pour en parler. Donc, je faisais ce que je pouvais avec ce que j'avais. Et donc, du coup, comme il y avait ce goût pour mettre les deux pieds dans la découverte du potentiel de l'humain. Donc, ça veut dire le potentiel émotionnel, le potentiel mental, le potentiel d'action, etc. Du coup, j'ai dit, allez, on y va dans l'entraînement. Ce qui, du coup, a fait de moi un très jeune entraîneur. Donc, déjà, avec un stress existentiel non résolu, tu rajoutes le stress de la compétition. Du coup, pour être à la hauteur, je n'ai pas eu d'autre choix en bon occidental que de surdépenser pendant des années l'énergie que je n'avais pas. Et donc, du coup, j'ai puisé sur mes ressources, ce qui fait qu'à un moment, après 15 ans en tant qu'entraîneur, quand je vais recréer du coup le métier que je fais aujourd'hui, bah, du coup, les premières années, ça a été très compliqué parce que j'avais pas du tout de grille de lecture pour gérer mon énergie. J'avais pas la moindre conscience que j'avais tapé dans mes réserves de manière délirante. Donc, par exemple, dans mes vacances, ben, moi, je partais aux États-Unis, je partais en Yougoslavie. Dès que j'avais un peu d'économie, c'était tout de suite redépensé dans, allez, je vais apprendre auprès des Yougoslaves, je vais apprendre auprès des Américains. Donc, j'en ai fait des allers-retours Nantes-Ljubljana, Nantes-New York, Nantes-Charlotte, Nantes-Pittsburgh, tout ce que tu veux. Donc,
Voilà. Et donc, en fait, quand à un moment je vais basculer, donc de devenir coach, puis après énergéticien en 2003, du coup, bah, je vais ralentir le rythme, je vais ralentir voilà, tout un tas d'activités extérieures. Il n'y avait plus un match tous les samedis soirs. Et ben du coup, je ne l'ai pas vu venir, mais du coup, toute l'énergie que j'ai consommée en trop et que je n'avais pas, du coup, je vais plonger après dans burn-out et dépression et sans avoir la moindre grille de lecture. Et en plus, donc ça fait plus de 25 ans maintenant, à peine 24 ans. Du coup, c'était burn-out, le mot existait à peine. Internet n'était pas ce qu'il est aujourd'hui avec tout un tas quand même de possibilités de prendre contact avec des gens, quoi. À l'époque, il y avait que les psys et les psychiatres qui étaient en position dominante et qui en plus, bon, faisaient un peu peur, tout ça. Donc voilà, donc j'ai fait avec les outils de l'époque qui n'ont pas fonctionné du tout. C'est-à-dire, bah, je n'ai pas arrêté d'être dans OK, ça me soulage et je rechute, ça me ressoulage et je rechute, et ça me ressoulage et ainsi de suite. Et, euh, et voilà, donc peut-être après, je ne sais pas où tu vas m'emmener, mais du coup, le déclic, en fait, qui a été salvateur en fait pour moi, c'est qu'à force de chercher, donc après avoir cherché dans la guérison, après avoir cherché dans la thérapie, après avoir cherché dans le développement personnel, après avoir cherché dans la croissance personnelle, après avoir cherché dans la non-dualité, après avoir cherché dans les religions, l'hindouisme, le bouddhisme, etc. Du coup, je vais tomber en fait sur une vidéo qui explique que en fait, en tant qu'occidental, le rapport, la relation au plaisir, donc après on peut rajouter le plaisir d'être soi, mais d'abord la relation au plaisir, bah, nous, c'est pas notre truc. Nous, notre truc, c'est d'essayer de tout contrôler, de penser à tout avant que ça n'arrive. Notre truc, c'est d'avoir peur d'expérimenter, c'est d'avoir peur d'aller à l'inconnu. Donc ça, c'est toutes les caractéristiques cachées de ce qu'on va appeler un ego occidental. Et donc, du coup, là, on m'explique que, bah, en fait, un ego occidental, pour qu'il arrête de partir dans la mauvaise direction et pour qu'il puisse se recaler sur son plaisir personnel, bah, faut qu'il emprunte des outils qui correspondent à des occidentaux, c'est-à-dire, désolé pour l'expression, mais des coincés du cul. Les occidentaux, c'est décoincé. Donc, je suis un occidental, tu vois, mais on en parlait, tu vois, bon, pareil, je n'ai fait que le confirmer après. Ça fait 3 ans que je suis à La Réunion. Naturellement, les gens, ils ont le smile et tout. Ils n'ont pas toutes les qualités. Ils ont d'autres défis tout aussi importants, mais pas du tout au même endroit que nous. D'accord? Et donc, du coup, bah ça va changer ma vie parce que du coup, bah, j'ai fait partie des gens qui étaient passionnés, qui se sont investis, qui se sont cramés, recramés et recramés, et qui après, en fait, bah, voilà, ont compris que un occidental, donc le rapport à la jouissance personnelle, c'est pas son truc, le rapport au plaisir, c'est pas son truc, le rapport à l'action consciente et équilibrée, c'est pas du tout son truc. C'est-à-dire que l'occidental, il court comme un manager stressé pendant des années, puis après il fait un burn-out, ou alors il glande toute sa vie. Voilà en gros les deux modèles qu'on a. Et donc, du coup, bah, si on rajoute des outils d'anesthésie là-dessus, et ben du coup, ça donne un résultat que j'ai connu et qui reste catastrophique. Donc, quand j'ai compris que en fait, un occidental, il doit se rebrancher sur le plaisir personnel, sur son feu sacré, et que là, à partir du moment où il a résolu son rapport au plaisir, il va du coup avoir un appétit de vivre qui va être complètement différent. Et là, à partir de ce moment-là, nos capacités naturelles, tu vois, puisque à un moment, notre cerveau surdimensionné, il commence à servir à quelque chose quand il se pose sur une vibration importante de plaisir. Alors là, ça fonctionne. Puis toi, en tant que danseur, évidemment, je t'apprends rien. Tu comprends? Donc, si un danseur, il se fait chier ne serait-ce que 5 à 10%, ben, forcément, c'est difficile de se motiver sur des années C'est ça. pour kiffer, quoi. Et du coup, par contre, bah, s'il kiffe, bah, du coup, il va avoir un charisme unique, puisque du coup, on est des êtres humains uniques, un rapport à la créativité unique, un rapport à l'exploration unique. Du coup, tout ça, on peut le partager avec les autres. Et donc, du coup, quand on m'a expliqué ça sur YouTube, je me suis dit, bah, OK. Donc, en fait, ça fait 25 ans que je cherche partout, sauf au bon endroit. Alors, OK, on est des milliers comme ça, ou des millions, mais ça m'a pas suffi, si tu veux. Par contre, ça m'a aidé
à inverser cette espèce de rapport à essayer d'être bien avec moi, alors que du coup, j'arrivais pas à trouver les bons outils. Du coup, voilà, être bien avec moi et construire ma vie à partir de ça. Donc voilà un petit peu en termes de cheminement, un petit peu les grandes lignes. Ben, c'était très détaillé, on n'en attendait pas moins justement, c'était le but. Parfait. En termes d'accompagnement de dirigeants, alors je vais un peu plus sur ce sujet-là maintenant. Comment est-ce qu'on accompagne un dirigeant en fait, qui est justement dans tous les vices entre guillemets que tu as partagés? Comment est-ce qu'on l'accompagne? Alors, ok, alors moi je sais pas tout faire et l'expérience d'accompagnement des dirigeants, je l'ai jusqu'à 8 millions d'euros. C'est-à-dire qu'au-dessus, je suis sûr que je pourrais être très bon sur des choses en restant sur ma spécificité, mais pour l'instant, soit je l'ai pas généré, soit j'ai pas mis le bon message ou etc. Mais pour l'instant, c'est un peu mon truc de verre. Donc je peux parler des expériences de dirigeants qui font entre 0 et 8 millions d'euros. Par contre, au-dessus, ça va être plus du verbiage éventuellement, et éventuellement, c'est même mieux de pas trop y aller. Mais en dessous, par contre, oui, j'ai l'expérience. Donc, en gros, moi, mon travail, c'est d'aider des dirigeants à avoir une psychologie à la hauteur de leur stratégie. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on constate depuis les quelques années, c'est que on va dire, si on revient un peu en arrière, maintenant, il y a un peu ce qu'on appelle des nouveaux leviers de scalabilité, c'est-à-dire qu'avant, la scalabilité, ça a été le grand rêve, le grand truc, et puis après, on s'est aperçu que ça faisait plein de dépressifs et de burn-out, donc on s'est dit, merde, il y a un truc qui va pas, mais du coup, bon, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, les stratégies ont progressé, Internet, à travers la diffusion de l'information qui se multiplie par 2 ou par 20 tous les ans a fait que du coup le management d'équipe a évolué. Bref, on a, si tu veux, les dernières années assisté à des grosses progressions au niveau stratégique. C'est-à-dire que moi, je vois, et ça s'est prouvé par les chiffres, qu'on voit de plus en plus d'entrepreneurs et de dirigeants qui sont, je vais parler en négatif, qui sont beaucoup moins à l'ouest sur les stratégies qu'avant. Ils sont plus capables de s'adapter, ils sont plus capables de voir que les codes changent, alors qu'avant, on bourrinait sur un truc. Donc, en gros, le niveau, les dernières années stratégiques entre l'intelligence individuelle et l'intelligence collective et le fait pour ceux qui ont des équipes, de créer les conditions pour aller tous dans une même direction, tout ça, ça a progressé très vite. Ce qui ne veut pas dire que, du coup, pour moi, le capital invisible, que notre psychologie, c'est-à-dire tout ce qu'on a parlé avant, c'est-à-dire le rapport au vrai désir, le rapport au plaisir, ça n'a pas progressé à la même vitesse que les stratégies. Donc, du coup, moi, déjà, tu vois, rien que sur le langage, ça veut dire que en général, j'intéresse des dirigeants qui ont déjà travaillé sur eux, qui ont déjà sollicité pour la majorité des coachs internationaux et tout ça. Donc, ils savent ce que c'est que d'investir sur eux, ils savent ce que c'est que de dépenser des sous. Et pour autant, ils n'ont pas résolu ce qu'ils ont envie de résoudre pour eux. Donc, donc, c'est des gens qui, en général, évidemment, ne pensent pas comme les autres, ont une sensibilité entre moyenne et très développée. Donc, du coup, avec du coup des propositions de valeur et pour certains des produits qui n'existent pas ailleurs sur le globe, tellement ils sont créatifs. Mais par contre, du coup, voilà, en termes d'équilibre personnel, en termes d'équilibre affectif, en termes de peur par rapport aux grandes décisions, par rapport à des enjeux financiers de plus en plus importants, et ben du coup, si on a une psychologie qui est trop décalée, qui est trop inférieure par rapport à un niveau stratégique très élevé, et ben en fait ça ne dure qu'un temps. Donc moi, en fait, voilà, ce que je sais faire, c'est ce rapport assez subtil entre les ressorts psychologiques qu'on pourra peut-être développer et équilibrer avec la stratégie. Parce qu'aujourd'hui, en fait,
il y a besoin de savoir faire face à la complexité, c'est-à-dire du coup euh, de savoir poser des questions et d'être à l'aise avec le fait que du coup on n'est pas dans la réponse immédiate, que des fois, ben, en termes d'investissement, il faut prendre des risques assez importants et donc ben, il faut être capable d'assumer les conséquences. Donc tout ça, c'est d'abord des questions de psychologie avant d'être des questions stratégiques. Et donc, comment ça va? Je parle pas chinois jusque-là. Ah, c'est tout à fait clair, hein. Tout à fait clair. Bon, je te remercie. Et donc, comment? Donc, voilà. Et du coup, ce qu'on voit aussi, c'est que des fois, il va y avoir des freins inconscients à la réussite, tu vois, qui sont souvent liés à des désirs structurels inconscients qui correspondent en fait à de la loyauté par rapport à la famille, tu vois. Donc, soit on n'ose pas dépasser, tu vois, un peu les seuils financiers des parents, ou au contraire, on va être tellement rebelle que du coup, on veut absolument les dépasser et à un moment, on va se foutre la gueule bien comme il faut dans le fossé, tu vois. Et en fait, tout ça, la stratégie ne peut pas résoudre ça. Et elle ne peut même pas, limite, faire miroir de ça. Puisque là, du coup, on est dans l'humain, on est dans le rapport à soi, on est dans le rapport entre notre histoire personnelle et nos défis au quotidien. Voilà. Voilà. Donc, en gros, ben, moi, j'aide mes clients à voilà, avoir une psychologie à la hauteur de leur stratégie. Et plus les stratégies sont fines, et ça, on ne reviendra pas en arrière. Okay, c'est important de le comprendre. C'est pas la peine d'espérer, voilà, que les stratégies sont voilà, que le niveau va se stabiliser. Non, non, il va continuer en fait d'augmenter. Et donc du coup, si bah, on a une psychologie qui n'est pas à la hauteur des stratégies, c'est pas grave. Il y a des choses qui peuvent avancer quand même, mais du coup, on nourrit des choses, tu vois, assez vides. Et donc à un moment, bah, réussir professionnellement, si c'est pour se sentir pas épanoui personnellement, moi j'ai un peu envie de dire, c'est un peu l'échec ultime. 100%. Et sur les erreurs psychologiques, enfin pas tellement des erreurs psychologiques, plus des blocages psychologiques que tu vois régulièrement dans une entreprise qui se développe, en tout cas chez le dirigeant. Est-ce que tu saurais faire une liste des points récurrents? Je pense que des gens vont se reconnaître. Déjà dans ce que tu as partagé, moi je vois déjà, je vois déjà des clients, je vois déjà des blocages que moi j'ai eu par le passé. Et voilà, je reste encore un petit entrepreneur, mais je vois déjà des choses qui sont très concrètes autour de moi. Donc, c'est quoi un peu, toi, les erreurs récurrentes que tu vois de ton point de vue? Alors, euh, j'évite de trop raisonner comme ça. Pourquoi? Parce que ça, on va plonger un peu dans mon métier. Si on creuse au fond, le fait de chercher des choses, de mettre un peu d'intention ou d'acharnement ou de consistance sur, voilà, trouver un peu des choses, des caractéristiques qu'on va retrouver ou des échecs qu'on va retrouver, pour moi, c'est une recherche un peu de choses assez figées. Ok, ouais, je vois. Et du coup, aujourd'hui, on est confronté à la priorité du mouvement et les conséquences en fait du mouvement. Donc ça veut dire que dans mon quotidien, et du coup bah, ceux qui me sollicitent, du coup moi voilà, je suis très calé sur aujourd'hui on doit avoir une psychologie en mouvement capable de s'adapter aux changements stratégiques qui eux-mêmes sont en mouvement. C'est-à-dire, il faut être capable d'établir des stratégies claires, il faut être capable de les remettre en question, il faut être capable des fois de ne pas les remettre en question. Donc, il faut mesurer tous ces équilibres. Voilà. Par contre, maintenant, sur des grandes tendances, c'est que, en gros, tu vois, je vais prendre l'image d'un bateau. Donc, le bateau, s'il y a des trous dans la coque, tu vois, il va couler. C'est factuel. Et donc, au niveau de la psychologie, en gros, même un peu tout mon milieu a tendance à considérer que si tu bouches les trous, ça va suffire. Quand tu bouches les trous, c'est sûr que le bateau ne coule plus. Par contre, est-ce qu'il est prêt à fonctionner dans divers niveaux de marée, c'est-à-dire la marée est calme, la marée est moyennement agitée ou la grosse tempête? Ben non, c'est pas parce que tu. Donc, en clair, d'un point de vue psychologique, ça veut pas dire que parce que tu baisses le stress, tu vois, tu mets des bouchons sur le stress, voilà, parce que tu résous tes problèmes de blessures, d'abandon. Donc là, tu bouches les trous, ça veut pas du tout dire que tu es préparé pour la vie en mouvement telle que la réalité elle est aujourd'hui et telle que notre monde est aujourd'hui.
Donc, dans les points un petit peu communs, c'est que du coup, moi, c'est un peu ce que j'ai fait avant, tu vois, c'est-à-dire on ne sait pas trop, tu vois, on n'a pas les idées claires sur en tant qu'occidental, notre rapport à la jouissance personnelle, il est déplorable. Tant que ça, c'est pas résolu, tout le reste sont des conséquences. Donc ça, on va le retrouver à chaque fois, si tu veux, tu vois, c'est-à-dire à chaque fois, parce que en fait, quand t'es pas dans la jouissance d'être toi, ça veut dire que tu peux être sûr qu'il y a de la culpabilité aux endroits où tu t'y attends pas, il y a des fuites d'énergie aux endroits où tu y attends pas, tu trahis ton niveau d'ambition à des endroits où tu t'y attends pas, il y a des parties de toi, évidemment je parle pas de toi, je parle de nous, de moi, de tout le monde, Oui, bien sûr. il y a des parties de toi que tu as bien planquées, qui sont bien désespérées, mais sur lesquelles tu es en déni. Donc oui, on peut retrouver, tu vois, des caractéristiques sociales, par exemple. Tu vois, les gens qui peuvent avoir un peu comme moi avant, un peu trop d'enthousiasme, tu vois, on en voit des fois à la télé. Oui, ça cache. Tu vois, on a vu des présentateurs, par exemple, télé, tu vois, qui avaient toujours un peu le profil joyeux. Quand tu creuses, derrière, il y avait des histoires de violence pas possibles, récurrentes pendant des années. Et il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais donc voilà, il peut y avoir des caractéristiques. Et après, quand je dis, il suffit plus en termes de soins de soi de boucher les trous du bateau, parce que c'est pas parce qu'il coule plus qu'il est capable, le bateau, d'évoluer dans un monde très en mouvement. D'accord? Et donc, du coup, derrière, aujourd'hui, moi, ce que les gens viennent chercher, c'est un niveau de fonctionnement qui est très naturel par rapport à soi et ce qui est au niveau inconscient, pas travaillé dans les thérapies ou le développement personnel habituel, c'est le rapport à l'instinct. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on regarde, tu vois, que ce soit Jeff Bezos, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Éric Larchevêque, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas créé des trucs et qu'ils n'ont pas pris des risques et qu'ils ont À fond, fait ouais. des trucs. Ils ont fait des trucs, quoi. Et en fait, quand tu demandes à ces gens-là, je prends ces exemples-là parce qu'ils sont assez connus, leur rapport à l'instinct, c'est quelque chose qui fonctionne. Alors, sauf que Tout à c'est le fait. problème avec ces gens-là, c'est que comme ça fonctionne naturellement pour eux, ils sont infoutus, même c'est ce qu'ils risquent de vendre aux autres, tu vois, parce que voilà, c'est comme je dis toujours, hein, Maradona, il savait jouer. Quand il est passé entraîneur, c'est-à-dire de développer les autres, vu que c'est pas le même métier, ça a donné que des catastrophes. Donc, on est dans un monde où il y a des gens qui ont la chance d'avoir un instinct qui est notre première base de fonctionnement, puisqu'il y a énormément d'énergie dans notre instinct. Et quand ça, c'est pas fonctionnel, ça veut dire qu'on perd énormément d'énergie au quotidien sans même en avoir conscience. Parce que les orientaux, eux, ils ont un instinct qui fonctionne. C'est pour ça que le rapport à l'action et au plaisir est vachement plus équilibré que nous. Bref. Donc, on va retrouver, si tu veux, tu vois, par exemple, des trucs qui fonctionnent plus du tout, tu vois, les affirmations positives et tout un tas d'espèces de raccourcis qui, à un moment, ont pu nous faire rêver, le rapport à la gratitude et tout. Tu vois, il y a eu plein de trucs qui fonctionnent pas, mais quand tu sais pas où aller, on va le dire 100 000 fois, tu vas là où tu crois que ça peut t'aider. Et donc, voilà. Donc, ce qu'on va retrouver, en gros, c'est un instinct qui est dysfonctionnel. Et du coup, c'est quoi la conséquence d'un instinct dysfonctionnel? C'est que déjà, en termes de plaisir, du coup, on prend moins de plaisir à vivre avec la puissance de cette énergie. Donc, du coup, voilà, c'est moins plaisant. Donc, du coup, moins de charisme. Du coup, on influence moins. Mais surtout, ce qui est limitant, c'est la perception des signaux faibles. C'est-à-dire que quand on est en fait énormément dans notre tête, puisque c'est notre modèle inconscient, nous, on vit le monde à travers le fait de penser le monde, avant de ressentir et de vivre le monde. Et donc, du coup, pendant un peu, on va dire quelques moments, avec un mental très aiguisé, mais qui, au fur et à mesure des années et des décennies, tourne de plus en plus en rond, et ben en fait, ce qui se passe, c'est c'est plus de la perception des signaux faibles, c'est de la projection de signaux faibles. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont réussir des trucs et qu'après ils échouent et que plus personne n'arrive à les remettre dans le chemin parce qu'en fait, c'est déséquilibré dans un sens, c'est déséquilibré dans l'autre sens. Et donc, du coup, voilà, l'instinct,
bah voilà, c'est ce qui va, en fait, c'est un des premiers leviers, enfin, qui est différenciant chez moi, que les gens viennent chercher, puisque du coup, c'est avec ça que, tu vois, on sent les signaux faibles, Mhm. euh, alors que ou très peu de gens les sentent, et que c'est à partir de à partir de cette perception-là qu'on peut prendre des décisions et qui vont produire le fait d'avoir un temps d'avance, 2 temps ou 3 temps pour certains, et cette compétence, elle prend de la place et elle va en prendre encore plus, puisque le monde de la complexité, il augmente d'année en année, et il ne faut pas s'attendre à ce que ça diminue. Il ne faut pas s'attendre à éradiquer. Voilà, moi, il y a les grands vendeurs de simplicité. Je comprends sur le fond, puisque du coup, c'est un gros glouton, la complexité, tu vois, et qu'on peut évidemment se faire happer par le flot de la complexité, le nombre incalculable d'informations qu'on a à gérer au quotidien. Oui, c'est réel, mais la sursimplification, ça ne va pas résoudre le problème à l'instant, et c'est pas avec ça qu'on va repérer les signaux faibles. Donc, en gros, pour résumer, tu vois, j'aime bien cet exemple. Parce que je l'ai vu, et je sais que c'était une réflexion que j'étais seul à mener avec moi-même. J'avais même pas envie d'en parler à mes coachs ou mes accompagnants. C'est que dans les années, j'essaye de faire un arbitrage, tu vois, ouais, allez, on va dire de 2017 à 2020. Donc j'avais voilà, des clients dans la technologie, dans l'informatique, dans l'alimentation animale, etc. Donc où il y avait de la technologie, tu vois, et où les habitudes et les produits, ça changeait. C'est-à-dire, tu vois, un produit, une fois qu'il arrivait, 6 mois après, il y avait la nouvelle version qui rendait caduque, tu vois. Et donc moi, je voyais autour mes clients comme ça, tu vois. Et donc moi, à la base, voilà, j'avais commencé à faire ce travail d'évolution là que j'ai décrit, mais je voyais à l'extérieur les domaines qui accéléraient beaucoup plus que mon domaine de la psychologie à moi. Et je me disais, attention, Nico, si tu si tu vois pas que tes clients ils évoluent vite et que toi tu glandouilles, ne t'attends pas à faire ce métier encore pendant des années. Toi, c'était des signaux très faibles que personne ne m'a expliqué, et que je ne pouvais pas traiter et que je ne savais pas interpréter à un moment, mais que je savais repérer la présence. Et au Mhm. bout d'un moment, tu vois, bon, après, le monde a fait que le monde de la psychologie, et je vais arriver au fond de mon propos tout de suite, eh ben, il a commencé à se révolutionner pour aller de plus en plus vite. Et là, maintenant, on est rendu à une époque où il n'y a plus de, tu vois, on est donc les autres domaines, la technologie, la relation à l'argent, la relation à l'innovation, etc. Tout ça, ça va toujours plus vite, ça explose, etc. Et maintenant, eh ben, en fait, le monde du soin de soi doit aussi se révolutionner, mais au moins autant que les autres. Voilà. Et donc, donc voilà, tu vois aussi un exemple, tu vois, de perception de signaux faibles qu'à un moment, je ne savais pas comment faire, mais je les voyais et je ne me racontais pas d'histoire, tu vois, parce que si on regarde, parce que là, je te parle des années 2017 à 2020, mais ce qu'on voit en 2023, 2024, c'est qu'il y a plein de consultants et de coachs qui ont coulé. Il y a plein de formateurs qui ont coulé. Il y a plein de formateurs qui n'ont pas encore coulé, mais qui faisaient des millions avant et qui n'en font plus. Ouais, ouais, on en a Bref, eu en client, nous. ben voilà, tu vois. Et donc, bon, voilà. Donc moi, voilà ce que je vis personnellement, et voilà où un peu l'accompagnement du dirigeant. Voilà ce que je peux amener, qui est assez spécifique et différenciant. Alors, c'est très intéressant que tu parles de l'intuition parce que littéralement, le deuxième module état d'esprit que j'ai dans un de mes accompagnements, je parle de l'intuition et je parle du fait que la personne qui regarde ce module devrait comprendre si naturellement elle est intuitive ou pas. Donc, il existe plein de manières de le diagnostiquer. Moi, par exemple, je l'ai fait par le MBTI, je l'ai fait par le Human Design. Et je sais que je suis quelqu'un qui est à 90% intuitif. Donc, j'ai pris des décisions à certains moments uniquement sur l'intuition. Je me dis, je suis sûr, je ne veux pas l'expliquer, c'est ça qu'il faut prendre. Et ça, à 90% du temps, été toujours la bonne décision. Et d'ailleurs, quand j'avais discuté avec un ami une fois, il m'avait dit, une de tes plus grandes qualités, c'est que tu arrives à prendre des bonnes décisions. Et une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, il y a un schéma qui se répète. Et donc, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi cette faculté. Et donc, toute la question de l'entrepreneur, euh, ça reste qu'une théorie, mais je pense que tu seras plus ou moins d'accord, c'est vraiment de déterminer, évidemment de bien se comprendre. Ça, c'est vraiment le basique, basique, basique. Et nous, en danse, c'est vraiment un des trucs qu'on faisait quand j'étais danseur professionnel.
Mais surtout, est-ce que je suis intuitif? Et si je suis intuitif, alors mes prises de décision vont être facilitées si je m'écoute. Je ne dis pas que ça va être la solution magique, mais ça va nous faciliter la tâche. Si je ne suis pas intuitif, il y a probablement d'autres leviers à travailler. Si, je pense à un ami, par exemple, qui est très justement dans le mental, comme tu disais, dans la projection, qui tourne en rond, etc. Et je vais lui envoyer cette vidéo, donc je pense il va se reconnaître. Il va se reconnaître. Mais tout l'enjeu, c'est vraiment de déterminer un peu, de comprendre comment on est, parce que tout se facilite par la suite. Et j'ai des clients, je pense à une cliente qui a beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, qui est extrêmement intuitive et qui a eu un succès fulgurant et naturel. Parce qu'elle a toujours su s'écouter, c'est une intuitive naturelle, et que quand on discutait stratégie, je prenais toujours en considération son intuition. Qu'est-ce que te dit ton intuition là maintenant? Est-ce que tu ressens que c'est la bonne décision pour toi? Elle est très à l'écoute de ses émotions. Et c'est pour ça aussi que ça a été un facteur de succès. Et à l'opposé, un autre profil, tu as dû en rencontrer, je pense, des dizaines et des dizaines, une cliente qui n'écoutait pas du tout ses émotions, qui du coup était dans la force, qui n'était plus dans le plaisir, et qui, après avoir vécu une phase de croissance, s'est écroulée. Parce qu'il n'y avait plus cette connexion au plaisir, etc. Et qui galère parce qu'elle n'écoutait pas en fait ses émotions et son soi intérieur. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, tu dévies sans tout à fait dévier, c'est-à-dire que comment l'instinct et l'intuition ont des points communs, notamment sur l'immédiateté et sur le rapport au monde et sur la perception des signaux faibles. Ok, intéressant. Mais l'intuition n'est pas l'instinct. D'accord, ok. Comment est-ce que toi tu définis les deux, justement, pour que le lecteur, enfin, de cette vidéo, les gens puissent comprendre? Alors, on a deux flux. On a un flux du bas, c'est-à-dire le flux du bas, c'est le flux de jouissance, c'est-à-dire le fait de prendre plaisir à vivre sa vie. Et on a le flux du haut qui est ce que je vais appeler le flux de vérité. Donc nous, les Occidentaux, on a un rapport facilitant à la vérité, c'est-à-dire qu'on cherche la vérité puisque on est dépourvu de jouissance personnelle. D'accord? Donc, du coup, l'intuition, c'est le flux du haut et l'instinct, c'est le flux du bas. Donc, l'instinct, il y a cette, tu vois, un peu comme un animal, tu vois, qui vient de naître. Alors, on peut prendre, tu vois, tu vois, des animaux qui sont sur une plage. Enfin, c'est pas des animaux, je trouve plus le mot, que ce soit des crabes ou peu Les importe, tu vois, crustacés? ou des crustacés, des tortues, tu vois, et qui, du coup, quand ils vont exploser, tu vois, l'œuf, ils connaissent pas le monde, mais il y a, tu vois, donc ils ne connaissent pas les dangers du monde, d'accord? Donc forcément, il y a un peu de risque, mais leur instinct sait, alors qu'il n'y a pas d'expérience du monde, où est-ce qu'ils veulent aller et où est-ce qu'ils doivent aller. Donc c'est les deux, mon capitaine. Donc il y a une force en fait de mise en mouvement puisque c'est le flux du bas. Et donc il y a une force qui est là, qui est différente de l'intuition puisque l'instinct c'est le flux du bas. L'intuition, on va être plus sur quelque chose de psychologique avec un même degré d'immédiateté et de radicalité, mais la majorité des gens ils confondent en fait l'instinct et l'intuition, et quand ils parlent d'intuition, en fait ils se rendent pas compte qu'ils parlent d'instinct. Et du coup, tu vois, comme l'intuition elle est beaucoup plus valorisée puisque l'instinct est relié à l'animalité et l'animalité est reliée à nos peurs profondes. Et les humains, la dernière chose qu'on veut résoudre, c'est nos rapports à nos peurs profondes. On préfère chier toute notre vie, avoir une sexualité stressée, tout ce que tu veux, plutôt que de résoudre nos peurs profondes. Bref, donc l'instinct, c'est le flux du bas avec l'énergie du bas, donc l'énergie de l'action. L'intuition, c'est plus une clarté assez foudroyante, mais après, il faut que ça soit pris par le relais de l'instinct. Et les gens, en fait, tu vois, confondent les deux parce qu'ils ont des caractéristiques communes, mais ils sont pas au même niveau. Et souvent, ce qui va faire que des gens très intuitifs, parce que toi, tu es encore très jeune, Kevin. Mais du coup, moi, je suis un vieux de la vieille et du coup, tu verras des gens qui fonctionnent bien, tu vois, à l'intuition et qui après vont un peu survaloriser ce fonctionnement. Dans un monde qui change, ils vont rencontrer d'énormes
je dis pas que ce sera ton cas évidemment, mais beaucoup de difficultés à s'adapter parce qu'ils ont surmusclé un mode de fonctionnement qui est assez inconscient. Il suffit pas de nommer intuition pour tout ce qui est de l'ordre de la fulgurance. Ça ne suffit pas. Et il suffit pas de savoir un peu se reconnecter à l'intuition parce que le propre de l'intuition, comme c'est une dimension émotionnelle qu'il y a moins dans l'instinct, l'intuition, elle va fonctionner de moins en moins bien au fur et à mesure des années dans un monde qui bouge parce que l'instinct n'est pas en place. C'est-à-dire que, en fait, pour que l'intuition fonctionne sur des années, il faut que le bas soit en place. C'est-à-dire que cette puissance du bas naturelle et instinctive, elle soit déjà rééduquée et qu'elle soit fonctionnelle. Pourquoi? Parce que l'intuition, le danger, c'est comme c'est le fluido, c'est une dimension différente. Eh bien, en fait, si le bas, donc le rapport à notre plaisir, donc c'est-à-dire le rapport à notre histoire personnelle n'est pas résolu, si on surmuscle ou si on se dit chaque fois que je fonctionne à l'intuition, je prends les bonnes décisions, et à un moment, je ne vais pas comprendre parce que je vais mélanger en fait ma propre histoire avec l'histoire des autres. Donc, que ça soit l'histoire des prospects ou tu vois, ou l'histoire d'un marché. Tu vois. Et donc, en fait, ben voilà, tout ça, c'est très subtil. Donc, l'instinct et l'intuition ont des caractéristiques vraiment proches, sauf que c'est pas du tout le même, c'est pas la même direction, c'est pas le même apport. Et pour un humain, pour que l'intuition fonctionne dans la durée, il faut qu'il y ait un gros travail de fait sur l'instinct. Pourquoi? Puisque l'instinct est en rapport avec l'animalité et l'intuition plus en rapport avec la psychologie et les émotions. Donc, si le rapport au bas n'est pas résolu, du coup, à un moment, l'intuition va nous connecter à des choses assez subtiles, etc. Et qui, du coup, à un moment, on va foncer parce que, du coup, ça a marché avant. On va foncer parce qu'on voit l'appel et qu'on a une clarté d'information. Sauf qu'on ne se rend pas compte que comme le bas, il n'est pas résolu, Ça se fait du coup, erroner, du coup. voilà, c'est ça. Et du coup, on va même plus comprendre pourquoi à un moment, bah, tu vois, c'est des entrepreneurs qui marchent très bien pendant un moment, c'est-à-dire dans leur prise de risque, tu vois, ils étaient toujours en avance. Et après, ils comprennent pas qu'ils bug tout ça. Et ils n'arrivent pas à résoudre en fait le schisme. Tu comprends? Bah, parce qu'à un moment, effectivement, il y a eu des intuitions qui ont matché avec des caractéristiques assez subtiles de besoin de marché, et on en a tiré des conclusions qui sont contextuelles et qui ne sont pas de l'ordre de l'essence et de la qualité de fonctionnement au quotidien. C'est comme en investissement, on dit que les réussites du passé ne garantissent pas les réussites futures. Donc, Voilà, je c'est comprends bien ça. l'image. Ok, ça fait sens. Bah justement, dans un monde où est-ce que tout va plus vite, c'est parce que c'est vraiment ce que tu as dit, hein, tu as parlé de signaux faibles. Quels sont les outils que toi tu utilises pour détecter les signaux faibles en séance avec un CEO? Voilà, un CEO qui fait 2, 3 millions, c'est quoi les différents outils, différentes approches, les questions peut-être? Voilà, je ne suis pas un expert, mais peut-être que toi tu pourras nous éclairer là-dessus. Ouais. Alors, bah, en fait, je vais être dur, hein, mais comment? C'est une bonne question d'occidental. C'est-à-dire que tu vois. Mais c'est intéressant vraiment que tu abordes ça pour les entrepreneurs. C'est-à-dire que, derrière la question, ce qu'on ne voit pas, c'est la question de est-ce qu'il y a des outils pour résoudre la vie? Hmm. Tu vois? C'est-à-dire qu'on confond l'être et le faire. Parce que bien sûr qu'il y a des outils et qu'il faut des outils et que j'ai des outils pour le faire. Par contre, l'instant, on parle de l'être. Donc, si déjà, tu vois, en termes d'approche, si on cherche des outils pour l'instant, regarde. Il suffit d'ouvrir la télé ou Netflix, tu regardes dans tous les continents, ok? Il y a une espèce de conscience qui se promène en disant, bon, on est tous un peu trop dans notre tête, donc il faut revenir au primaire, il faut revenir à l'instant, on ne sait pas trop ce que c'est, mais il faut y aller. Donc, qu'est-ce que tu constates si tu ouvres la télé ou Netflix? Eh ben, tu as plein d'émissions qui existent depuis des années sur le retour à l'état de nature, tu vois, c'est-à-dire on fout les gens à poil, tu vois, dans la forêt, à koh, tu vois, dans des trucs avec tu vois, avec une espèce de précompréhension qu'on va pas rééduquer l'outil, l'instinct avec avec des outils. Donc du coup, on fait vivre des expériences qui n'est pas idiot du tout, mais
en gros, il faut comprendre que c'est un cheminement, je vais développer, mais il n'y a pas d'outils mentaux pour rebrancher la force de notre instinct. C'est pas que je suis incompétent sur le sujet ou quoi, c'est que même a priori à l'avenir, ce n'est pas censé exister puisque l'instinct et on est avec la partie très très animale, très très vivante de nous. Et donc, pour aller dans du concret, il va y avoir en fait des résolutions à faire sur qu'est-ce qui fait qu'à un moment on s'est dévié en fait de notre instinct parce que du coup il y a eu des Je peurs vois la parce que tu subtilité. vois, Ouais, je voilà. comprends très bien la subtilité. Voilà. Et donc, du coup, il y a une compréhension globale et après un cheminement à faire pour rebrancher notre instinct. Donc, rebrancher notre instinct, il ne suffit pas juste de le rebrancher dans un peu certaines situations. C'est-à-dire, bah, c'est notre instinct dans la communication avec les autres, notre instinct au business, notre instinct dans la sexualité, notre instinct dans les loisirs, tu vois. C'est revenir à un fonctionnement naturel. Et effectivement, pour ça, l'angle qui fonctionne pas, c'est de chercher, tu vois, des outils à appliquer. Parce que sinon, je te garantis que déjà, tu aurais des gens qui auraient fait des vidéos. Alors, je sais un peu que ça existe et que ça fonctionne pas, parce qu'il y a des gens qui sont même capables de vendre des aberrations avec des vidéos sur. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais tu vois, rebrancher votre Kundalini en suivant les 15 vidéos, etc. C'est-à-dire une espèce d'énergie extrêmement puissante de la jouissance de vivre. Et puis, tu vas, on fait croire qu'avec 25 euros, tu vas rééduquer ça en vidéo. Bref, tout ça, ça fonctionne pas. Donc, bah, en fait, il faut comprendre que, il faut comprendre et après avoir envie que, en tant qu'occidental, notre rapport à l'instinct, on a dû le dévier pour pouvoir s'assurer de survivre. C'est-à-dire qu'avant, comme on avait peur du monde et que le monde était perçu comme dangereux, ce qui était réel, tu vois, c'est-à-dire que des fois, moi, quand on est sur des sujets extrêmement sensibles avec les clients, c'est à moi de réassurer le rapport à la réalité. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, même quoi, 200 ans, tu vois, ben, c'était un vrai risque que le village d'à côté ait envie de tes terres et que, tu vois, dans la nuit, ils viennent t'agresser. C'était une réalité qui a Ah ouais. duré pendant des millénaires. Ou même les guerres Donc, mondiales, tout ça, enfin, c'est quand même pas, il n'y a pas si longtemps qu'on pouvait être mobilisé pour mourir à 20 ans, tu vois, c'est quand même quelque chose de réel. exactement. Oui. Exactement. Donc, si tu veux, on a été obligé de fuir notre instinct personnel, c'est-à-dire, tu vois, de se couper de nos désirs d'épanouissement pour être dans une vigilance au service de la survie. Donc, ça veut dire la mienne, la tienne et la survie du clan. Et ça, c'est devenu une obsession. Et c'est pour ça que, du coup, notre rapport à l'action et à la jouissance et au plaisir, en tant qu'occidental, il fonctionne mal. Tu comprends? Donc, du coup, ça veut dire qu'on a consacré et qu'on continue de consacrer beaucoup d'énergie à fuir notre instinct et à l'enfouir dans des directions qui ne sont pas adaptées, en fait. Tu vois? Donc, il y a tout un cheminement, il y a tout un tas de prises de conscience à faire et après, de décider est-ce que ce travail et ce cheminement, il fait sens pour moi ou pas? Tu vois, mais en fait, voilà, donc il n'y a pas compte tenu, puisque en fait, si on pousse après, chaque humain a une histoire personnelle, donc a une manière qui lui appartient de dévier son propre instinct pour assurer sa propre survie. Donc on commence à aller vers du très subtil, tu vois. Et donc du coup, comme on a chacun une histoire personnelle qui nous est propre, eh bien, tout outil collectif qui viserait de manière collective à rebrancher l'instinct serait une fumisterie. Ça ne peut pas fonctionner. Faudrait D'accord? plutôt que ça soit un Donc, questionnement, du coup, un questionnement qui amène justement une réflexion de soi par rapport à soi. C'est quoi un petit peu ce que tu verrais comme solution s'il devait vraiment y en avoir une? il y a des solutions. Il n'y a pas d'outils pour rebrancher là-dessus. Mais Ouais, bien je vois sûr, très bien la différence. Ouais, ouais, je comprends la subtilité maintenant de ce que tu veux dire. C'est très clair pour moi. J'espère que les gens qui regarderont auront la clarté. De toute façon, ils peuvent t'envoyer un message, on mettra tes coordonnées, mais pour moi, c'est très clair.
Eh ben, super. Voilà. Mais du coup, toi, tu as un rapport poussé au corps aussi. Et du coup, forcément, avec la danse, tu as énormément expérimenté quelque part ton instinct. Donc, forcément, À fond, ouais. voilà, ce qui sera peut-être moins le cas pour des gens qui n'ont pas cette finesse corporelle et cette finesse d'expression. Et peut-être que la vidéo, elle sera plus dure pour. Bon, tu verras les commentaires que tu as. On verra bien. Moi, j'irai la suite. Chacun sa merde. Donc, donc, les solutions. Comment bah, en fait, comment c'est de comprendre que l'excès et le manque ne fonctionnent plus. C'est-à-dire qu'avant, dans cette folie absolue d'assurer la survie, l'excès et le manque étaient la norme. D'accord. Donc, voilà. Sauf que maintenant, on est passé, alors je ne veux pas aller dans trop de complexité, mais on est passé d'une expérience de vie basée sur la survie, orientée vers la survie, obsédée par la survie, à maintenant une expérience de vie orientée vers l'apprentissage du libre arbitre. Nouvelle dimension. Et donc, du coup, ce n'est pas les mêmes règles du jeu. Donc, c'est pour ça que, tu vois, voilà, c'est vraiment le message, c'est ben, voilà, le monde de la psychologie profonde et du rapport à l'efficacité et au plaisir, il faut le révolutionner. Voilà, ce qui marchait avant ne marche plus, c'est exactement comme en marketing, comme en closing, tu ne peux plus adapter les mêmes choses, ça ne fonctionne plus. Donc, il y a une prise de conscience de, voilà, ce qui fonctionnait avant, ben, ça ne fonctionne plus. Et puis, comment je pourrais répondre? Oui, bah, du coup, on est face à la complexité, on est face maintenant au fait que de deux choses. Le monde du business aujourd'hui, il fonctionne d'abord sur l'individualité. Donc, c'est-à-dire sur le fait un alignement avec notre histoire de vie, un alignement avec nos compétences, un alignement avec nos prises de risque et un alignement d'intérêt avec un marché. Et donc, tout ça, ça part de l'individualité et l'individualité part de l'ego et de l'instinct. Donc déjà, tu vois, il faut qu'il y ait une curiosité à tout ça. C'est-à-dire que si les entrepreneurs, ils pensent encore que, bah voilà, ils vont écouter, j'hésite à le citer, tu vois, mais ouais, David Laroche et que je te vante les trucs de la gratitude et de machin et que je fais des millions avec ça, alors qu'il n'y a pas de problème en fait avec la gratitude. C'est juste que c'est un état énergétique profond et élevé. Et quand tu es déconnecté de ta jouissance, bah, en fait, tu peux rajouter des tonnes de gratitude, bah, ça ne marche pas, en fait. Tu Ouais, vois. mais ça, je l'ai Donc, constaté, ça, vraiment, hein. En ayant fait des séminaires de développement personnel que j'ai arrêté très rapidement. Et je suis content que tu le dises parce que j'avais l'impression de vivre dans un monde d'hallucination collective où est-ce qu'il n'y avait que moi qui constatais ça. Alors, c'était parce qu'il y avait mon expérience en danse. En danse, on nous apprend aussi des techniques. Et ce qui est bien, c'est que les techniques qu'on nous a appris et que moi j'ai développées, ça a toujours été des questionnements plutôt que il faut absolument faire ça et c'est forcément ça qui fonctionnera tout le temps. Tu vois? Parce que j'ai été comme ça par le passé. Et ce questionnement de se dire, oui, mais en fait, peut-être qu'il faut déjà que je résolve certains trucs pour moi, à travers mon propre chemin, ma propre spécificité, et qu'ensuite je pourrais brancher ces outils de gratitude, etc. Et là, ça viendra amplifier quelque chose qui fonctionne. Tu vois. voilà, amplifier quelque chose qui fonctionne. C'est Ça, ça. c'est Ah, bah, j'ai le même avis. Ah, c'est voilà, clair. ça, c'est la nature. Et voilà. Mais il faut que ça fonctionne. Et le fonctionnement, c'est d'abord, en fait, le bas. Tu vois. Donc après, libre à chacun, c'est-à-dire vu que maintenant on est dans l'apprentissage du libre arbitre, c'est-à-dire qu'on peut choisir de réussir en se faisant chier, on peut choisir de réussir en se faisant un peu plaisir, on peut choisir de réussir et de se faire énormément plaisir. Donc là, tu vois, libre à chacun, parce que du coup, si tu veux juste réussir et te faire chier, t'as pas besoin de ton instinct ou je sais pas quoi, tu vois. Enfin, en résumant Intéressant. grossièrement les choses. Tu vois, donc après, chacun est renvoyé à la conscience qu'il a de lui-même et du coup, bah, quelle couleur en fait il veut donner à sa vie. Est-ce qu'il veut donner une couleur de plaisir ou pas? Mais tout en sachant quand même que notre fonctionnement physiologique naturel, il est basé sur le plaisir. C'est-à-dire que si je jouis pas de ma vie, les expériences que je vis ne me nourrissent pas. Donc Hmm. à terme, c'est pour ça qu'on a des problèmes de constance, tu vois, de persévérance, tu De vois, et tu peux faire discipline, n'importe de quoi. burn-out, Voilà, de perte de motivation. voilà, Ah oui, ça, je le vois voilà. chez les clients régulièrement, ça. Et Ah ouais. tu peux faire n'importe quel programme de productivité, ça rebranchera pas ce truc-là. Exactement. Exactement. Ouais, là, tu prêches un convaincu à 100%.
Voilà. Et je suis content que tu me donnes la parole pour en parler parce que du coup, d'un point de vue, tu vois, global, Internet, c'est très, très peu développé et les gens continuent à… Voilà, une fois qu'ils ont vu que la productivité, ça marchait pas, ils vont aller en prise de parole en public, tu vois, pour être plus ceci, plus cela. Mais ça marche pour voilà, un nombre très petit de personnes. Pour 95%, ça ne va pas marcher. Et on va être renvoyé, en fait, à chaque fois à si je ne prends pas du plaisir à vivre ma vie, tout le reste n'est que des conséquences, en fait. Et donc, du coup, derrière, tu sais, il y a aussi plein de croyances à débugger. C'est-à-dire, ah bah oui, mais si je prends plaisir je t'invite à faire l'expérience. Dans les dîners ou quoi de famille, si tu exprimes que tu es content de vivre ta vie et tout ça, ça va foutre une ambiance pourrie, hein, tu vois. Mais ça, c'est tellement vrai. Ah, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis. Alors, un truc très con. Les gens qui regardent cette vidéo, c'est la première fois qu'ils me voient. Pour le contexte, donc moi je suis entrepreneur depuis 6 ans, j'ai monté 2 boîtes et j'étais danseur professionnel à très haut niveau. Hein, j'ai plus de 13 compétitions gagnées, 10 en première place, une majorité en deuxième, troisième place. Donc j'ai tout un palmarès, j'ai un des plus gros palmarès dans mon secteur de danse au monde. Donc, Qui était quel secteur de danse? alors moi je faisais du shuffle et du jump style, c'est des danses qui sont très spécifiques, mais qui sont dans l'ordre de classées dans les danses contemporaines. Alors c'est pas des danses loufoques où est-ce qu'on danse à poil sur scène, hein, comme on peut voir sur certains spectacles un peu loufoques. C'est des danses vraiment de rue. Mais tout ce que tu partages là, c'est ce que j'ai constaté. Et on m'a posé une question un jour, et je le ressens aussi, je ne l'ai jamais sorti encore d'interview. Les gens il y a un danseur qui m'a dit, mais comment tu fais en fait pour constamment être dans l'évolution et chaque année te dépasser? Parce que c'était vraiment le truc qu'on me faisait ressortir. C'est pour ça qu'on m'appelait mon pseudo dans la danse, un de mes pseudos, c'était The Machine, qui est le nom de ma boîte. Une machine à évoluer en fait. Et la question qu'on me posait, c'était pourquoi est-ce que enfin, comment tu fais pour évoluer constamment? Et je lui dis, mais en fait, c'est pas la bonne question. Le truc, c'est que je kiffe ce que je fais en fait. Et vu que je kiffe et que je suis à fond, il n'y a pas de. Alors, il y a des barrières mentales. Ah, je me lève, je suis un peu fatigué, il faut que j'aille m'entraîner. Mais en fait, la valeur perçue de ce que je vais faire par rapport à la douleur, eh ben, la valeur et le plaisir le dépassent très largement. Ce qui fait que le corps se met en mouvement et qu'il y a une discipline qui s'auto-crée naturellement sans avoir à y réfléchir, en fait. Alors, oui, des fois, c'est un peu plus dur certains jours, bien sûr, comme dans n'importe Ça, quelle c'est pratique. normal. Mais Tout c'est à tout à fait fait normal. normal. Mais dans le fond, inconsciemment, on kiffe. Et le moment où j'ai fait un burn-out, c'est le moment où je kiffais plus. Parce que j'avais atteint tous mes objectifs. C'est là où j'ai fait un burn-out. Et c'était même pas un burn-out tellement que de fatigue. Oui, il y avait de la fatigue, je bossais beaucoup, etc. C'était un burn-out de je ne prends plus plaisir à. Tu vois le truc? Parce que je n'étais plus connecté au plaisir. Et j'ai fait un travail avec une thérapeute qui a tout à fait compris comment je fonctionnais et qui, je pense, avait une approche assez similaire à toi. Et reconnexion au plaisir, et bien là, bizarrement, la santé va mieux, on kiffe, discipline. Moi, ce que je fais aujourd'hui, je kiffe. Je pense que s'il y a des gens qui visionnent cette vidéo, posez-vous ces questions-là, vraiment. Qu'est-ce qui vous fait réellement plaisir? Alors, c'est une question qui est assez simple, assez bateau, mais je pense que toi, tu pourras rebondir dessus si tu as d'autres questions. Quelles sont les questions qu'on peut se poser pour ça? Et voilà, c'était juste ça que je voulais partager. Sur ce, je te rends la parole. Ok, ouais, bah merci pour le partage. En fait, tu en parles hyper bien. J'ai adoré entre la valeur perçue et les contraintes parce que c'est exactement ça dans la réalité, quel que soit le métier. C'est qu'à partir du moment où le kiff, désolé, hein, mais il dégueule du cul, et ben ton rapport aux contraintes, forcément, il est différent et du coup, tu acceptes les contraintes qui est la voie du succès. Hein. C'est-à-dire que Ouais, c'est du coup, ça. quand tu acceptes complètement les contraintes qui sont inhérentes à ton job, c'est bon, tu es inarrêtable. Donc en fait, après, si tu veux, bah justement, tu vois, dans ce monde du soin de soi qui doit se révolutionner, justement, les questions, on est plus sur l'aide à la décision. Par contre, sur tout le cheminement du rebranchement, tu vois, à notre jouissance naturelle et à notre instinct, en fait, ça se passe au niveau du changement énergétique, c'est-à-dire que les questions seront impuissantes pour toucher ce niveau de profondeur-là. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, comment ça se passe? En fait, c'est que on a un système de survie qui est très très bien fait et qui est très successful. La preuve, c'est que on a survécu à tout. Donc, on a un système de survie qui est fin, intelligent, adaptatif, etc. Et sauf que ce système de survie, on lui a chargé dessus nos peurs de vivre, nos peurs de mourir et tout un tas de conditionnements
collectif dessus. Et donc, ça veut dire qu'une partie de mon travail, en fonction des problématiques que m'amènent les gens, c'est de faire miroir, tu vois, c'est-à-dire de réinformer le système, tu vois, donc de montrer, et des fois, c'est des trucs très collectifs, c'est-à-dire que, par exemple, des fois, on croit qu'on a un problème émotionnel, alors qu'en fait, on a un problème lié à l'apprentissage, lié à l'école, où on a dû rigidifier, tu vois, le corps, etc. Et après, évidemment que ça a créé un certain rapport, justement, le fameux rapport occidental au monde, tu vois. Et donc, donc, en fait, pour que ça bouge, il faut avoir un praticien qui lui-même ait fait le chemin de rebranchement à son instinct, à sa jouissance personnelle, et qui, après, est capable de créer un cadre de fonctionnement qui fait monter l'énergie. Donc, ça veut dire un cadre de confrontation spécifique. Je ne peux pas plus détaillé que ça, parce que ça serait à nouveau trop mental, parce qu'il faut vraiment l'expérimenter, parce que justement, il n'y a pas d'outils très spécifiques. Mais en gros, tu vois, c'est-à-dire que les questions n'ont pas le pouvoir de créer un rebranchement énergétique structurel. Tu vois, c'est-à-dire que le pouvoir des questions, il est magnifique pour projeter des nouvelles stratégies et créer un lien entre ce que je veux devenir et ce que je veux obtenir. Donc oui, il y a des fabuleuses questions qui existent, mais là, on est dans le champ déjà de quelqu'un qui va bien, qui sait où il veut aller et qui a juste besoin de clarifier le chemin entre là où il est et là où il veut aller. Pour le travail de rebranchement à notre jouissance, à notre force de vie, d'avoir un rapport à l'action qui est beaucoup plus branché sur le kiff, on est sur un niveau énergétique profond. Et du coup, tu vois, les questions ne peuvent pas résoudre cet aspect-là, qui n'est pas une remise en question de l'utilité des questions, mais tout devient plus subtil. Et du coup, les questions, il faut qu'elles soient à leur place, c'est-à-dire sur une ouverture tu vois, des possibles, des perspectives. Du mental, en fait. Plus ou moins, oui, assez. Mais pas pour, tu vois, permettre un changement énergétique qui est identitaire, qui est relié à notre identité profonde, puisque notre rapport à un instinct ou notre rapport à nos dénis de vie ou notre rapport à nos peurs profondes, c'est extrêmement personnel. Donc, ça doit être individualisé. Après, pour un peu prolonger, je dirais que quand on veut faire le vrai chemin là-dessus, il faut un mélange d'individuel et de groupe. Pourquoi? Parce que dans notre essence naturelle, on est à la fois un individu avec une histoire particulière, avec des expériences personnelles à vivre, évidemment qu'on peut partager avec les autres, mais en tous les cas, on est sur la planète pour un cheminement personnel qui nous est très propre et qui n'est pas directement relié aux autres. Donc, on est un peu sur un fonctionnement qui est en lien avec notre animalité, c'est-à-dire il y a une partie où on est tigre, c'est-à-dire le tigre, il peut vivre un peu en dehors du groupe. Donc, c'est-à-dire ça, c'est la partie individuelle. Mais on n'est pas un tigre dans notre animalité. Et l'autre côté, tu vois, c'est que l'humain, pour évoluer, il a besoin des autres. C'est-à-dire qu'on évolue par différence de potentiel. C'est-à-dire que c'est magnétique, c'est-à-dire je vois quelqu'un qui sait faire des trucs. Donc, soit je vais prendre la version américaine, qui est la version la plus équilibrée, qui est, OK, tiens, lui ou elle, il arrive à faire des trucs. Je vais nourrir une curiosité pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière et pas juste regarder, ah oui, il frappe mieux la balle que moi ou il arrive à faire telle figure mieux que moi, c'est lié à son identité. Non, peut-être qu'il y a eu du chemin, peut-être qu'il y a eu du boulot, peut-être qu'il y a eu énormément d'apprentissage et de répétition derrière. Donc, c'est ce chemin-là, le bon rapport, tu vois, à la progression, c'est ça. Je vois que je me suis perdu par rapport à ta question. Non, c'était vraiment ce truc de curiosité. Alors, tu as parlé du fait qu'on a cette partie solo, on a la partie groupe, hein, vraiment de tribu. Ah oui, voilà, excuse-moi, ouais, je veux bien Ouais. terminer ça. Et donc, du coup, on est à la fois un individu avec justement une histoire personnelle à vivre, des défis personnels à vivre, des plaisirs personnels à expérimenter et à explorer, et on a besoin des autres. Donc, on est à la fois dans notre animalité, on n'est ni un tigre, ni une fourmi. C'est-à-dire qu'on est à la fois un individu avec une histoire personnelle à vivre, des défis personnels à expérimenter et à explorer, et on a besoin des autres. Donc, on est à la fois dans notre animalité, on est ni un tigre, ni une fourmi. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans notre animalité, on n'est ni un tigre, ni une fourmi.
Tu vois, à La Réunion, il y a toujours des fourmis. Donc, chez les fourmis, c'est le groupe avant l'individu. Ça, c'est ce qu'on faisait en tant qu'humain avant. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est très complexe et que, du coup, le changement de repère, pour la majorité des gens, dont moi, il est pas facile du tout. Parce que là, alors, en même temps, on est la première génération qui avons le droit d'explorer le libre arbitre. Avant, on était sous la contrainte de la survie. Tout était basé sur la survie. Donc, c'était pas bien vu d'avoir tu vois, un désir d'existence personnelle. C'est pour ça que les artistes, les homosexuels ou les gens qui pensaient un peu différemment, on les voyait comme dangereux. Tu comprends, puisque le groupe était prioritaire. Donc c'est pour ça que quand je disais sur le travail à faire, il n'y a pas d'outils, il y a une partie qui doit être faite en individuel parce que ça correspond en fait sur le fait que je dois être renvoyé à mes désirs très personnels qui ne dépendent pas du groupe ou de ma famille ou tout ça. C'est-à-dire que même en tant que membre d'une famille, je suis pas venu là pour vivre la même chose. Je suis pas venu là pour vivre la continuité de ce qui s'est vécu avant. Je suis pas non plus venu pour vivre le conflit avec ce qui s'est vécu avant. Voilà. Donc on a une dimension très profonde qui est personnelle, intime et individuelle, et on a une autre dimension qui est très collective. Et du coup, il faut les deux. Donc, ça veut dire que pour faire ce chemin-là, il y a une partie qui doit être faite en individuel et une partie, parce que en fait, quand on fait un travail en individuel sur ce thème-là, on n'a pas la force du groupe pour nous soutenir. Et on n'a pas, quand on est en groupe et qu'on fait ce travail-là, en fait, notre inconscient, il récupère toutes les clés. Donc, si on n'est que du one-on-one, il n'y a que les clés inconscientes du one-on-one qui sont très précieux par rapport au fait d'être un individu unique. Par contre, comme on est un individu qui doit fonctionner en groupe et qui veut fonctionner en groupe, eh bien, il y a des systèmes, tu vois, de travail qui ne peuvent se développer qu'en étant en groupe, c'est-à-dire en assumant cette partie de nous très animale qui fonctionne dans la relation à l'autre. Tu vois, par exemple, pour essayer de simplifier ça, dans mes études cet été-là, vraiment 2025, tu vois, je me suis amusé à étudier certaines parties de la planète qui sont des petites îles qui ont fermé. Mais alors, quand je dis fermé, c'est fermé, c'est-à-dire pas de journalistes, pas de touristes, pas d'hôtels, pas de rien. Tu vois, c'est-à-dire juste le village tolère un journaliste une fois tous les 15 ans parce qu'il a essayé de créer une relation et que sur un malentendu, ils lui ont dit oui. Eh ben, qu'est-ce qu'on constate? C'est que, tu vois, ces espèces de petites îles, il n'y a aucun jugement, hein, mais tu vois, qui fonctionnent un peu comme si c'était une individu, c'est-à-dire un village individuel de 200 personnes, c'est-à-dire qui ne se confrontent pas à la vie extérieure, donc aux différences de potentiel extérieur, aux manières de penser différentes. Eh bien, en fait, ce qu'on constate, c'est que c'est individuellement et collectivement, ces gens-là n'évoluent pas. Tu vois, c'est-à-dire parce qu'il leur manque leur rapport au collectif. Tu vois, donc leurs défis sont toujours plus ou moins les mêmes, leurs états de satisfaction sont toujours moins les mêmes. Et après, justement, comme ça tourne en rond, ils vont développer inconsciemment une espèce de relation à la religion, à Dieu, un machin, parce qu'ils se font le plaisir n'est pas nourri et la différence n'est pas nourrie. Donc, du coup, c'est des systèmes qui tournent en boucle et ce n'est pas la nature profonde de l'humain. C'est-à-dire qu'on a besoin de vivre notre vie individuelle et on a besoin des autres au quotidien. Et si ces dimensions-là ne sont pas nourries, on passe à côté de dimensions d'épanouissement importantes. Donc voilà, tu vois, c'est pas des outils, mais quand on veut avancer là-dedans, tu vois, parce que moi, par exemple, c'est un problème que je n'arrive pas à résoudre. C'est-à-dire que j'ai certains leaders qui ont du fric, tu vois, et qui disent, voilà, moi, je veux travailler avec toi. Ils veulent même pas envisager le travail de groupe. Donc, c'est tout de suite l'offre la J'ai eu le plus problème chère, aussi. parce que J'ai eu le oui, problème. dans certains domaines, c'est pertinent. Vaut mieux que du one-on-one. Sur la stratégie, sur le machin, sur plein de trucs. Oui, parce que tes stratégies sont différentes des autres, donc tu as besoin de quelque chose de très personnalisé. Un grand oui, il n'y a pas de souci. Par contre, quand on veut avancer sur ces dimensions qui sont très personnelles, qui sont très intimes, et où doit y avoir un mélange de forte énergie, de justesse et de puissance, il faut de l'individuel en fait et du groupe. Tu vois, et du coup, moi, ma priorité, c'est de prendre la personne là où elle en est sur l'échelle de la connaissance d'elle-même. Donc, si la personne, il y a un gros déni sur, j'ai du fric, donc je paye Nicolas, voilà, que en individuel, moi, je sais, ça va pas être mauvais.
Mm. mais c'est pas optimum. Et si je commence, j'ai essayé, hein, si je commence à leur expliquer, tu sais, je leur dis, puis moi, j'ai la gueule pour le faire, mais c'est pas pour autant que ça marche, mais je suis capable d'expliquer, tu vois, à quelqu'un à qui j'ai pas parlé, mais qui arrive et qui dit, je veux prendre une presta avec toi, capable de lui dire, bah écoute, moi je veux bien qu'on fasse que de l'individuel, mais ce n'est pas la meilleure offre à ton service compte tenu des changements structurels que tu veux vraiment avoir. Donc ça veut dire qu'à un Mhm. moment, tu vas me le reprocher, tu vois, mais globalement, ils s'en battent les couilles. Donc, du coup, on débute ça. Et quand, tu vois, il y a des choses qui se sont rééduquées, qu'ils ont vu des résultats en termes d'épanouissement, qu'ils ont vu que le business et la gestion des équipes aient changé, qu'ils ont vu que la relation avec le marché ait changé, et ben du coup là, sur le plan inconscient et conscient, je passe un cap de crédibilité, tu vois, et je vais leur Et dire, écoute, d'autorité, donc tu peux pitcher en fait le fait de passer en groupe. voilà. Et du coup, en plus, c'est hyper contre-intuitif parce que pour un niveau de bénéfice plus élevé, je vais leur vendre une offre moins chère. Ça, ils sont incapables de comprendre ça au départ. Donc, je sais pas, c'est la première fois que j'explique ça en vidéo publique. Donc, je sais pas comment certains vont le prendre parce que bah, forcément, c'est une réalité, tu vois. Mais voilà. Donc en fait, tu vois, c'est un peu. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Moi, ça me fait toujours un petit peu, alors, un peu de malaise et un peu sourire. Tu vois, le fait de dire bon bah, je vais vendre une prestation qui est la plus chère, qui n'est pas la plus adaptée pour ce que la personne veut. Mais en fait, j'ai pas le choix. Et que même si parce que moi, je peux être hyper cash et puis j'en ai rien à foutre que la personne elle reparte et qu'elle achète pas. Bref, Ouais, ouais, pas de je suis problème. pareil, hein, je suis très direct aussi, donc je perds pas mon temps Donc, là-dessus. Donc voilà. Donc mais malgré tout, bon voilà. Donc c'est un petit peu dans les défis, tu vois, très subtils qui Ouais. sont un peu corrélés, tu vois, à cette question que les gens ils sont biberonnés. Ouais, il faut des outils, il faut ci, il faut ça, tu vois. Mais non, quand tu parles d'un changement structurel profond, c'est un niveau de jouissance, un niveau de conscience et c'est un niveau d'implication personnelle. Pas ça. Donc après, à moi d'être compétent pour délivrer, tu vois. Mais tu vois, il faut qu'il y ait un peu ça. Parce que ben, derrière, forcément, on va voir les parties de nous qu'on aime le moins voir. Hein, et les parties de nous qu'on a toujours fui. Hein. Le rapport à la vie, le rapport à la mort, le rapport au collectif, le rapport à la jouissance personnelle, le rapport au groupe. Enfin, L'abandon, le rejet, toutes ces choses-là, en fait, hein. voilà, les failles d'affirmation, les manipulations, tu vois, personnelles, tu vois, c'est-à-dire bah, les gens qui sont très très gentils à l'extérieur, qui portent un niveau d'anxiété extrêmement élevé, parce que bah, l'humain il est fait ni pour être gentil ni pour être méchant, il est juste fait pour être lui-même. Et donc du coup, ben ça c'est comment du coup tu vois quand ces gens-là qui ont dont j'ai fait partie, qui ont dépensé beaucoup d'énergie pour prouver aux autres que c'est une bonne personne et que du coup, bah, en fait, le fait d'être gentil avec tout le monde, c'est une stratégie inconsciente de manipulation de tout l'entourage. Faut être prêt, tu vois. Et il n'y a pas des outils, et on peut pas expliquer ça, tu vois, pour relier à ta question de tout à l'heure. Il peut pas y avoir d'outils par rapport à ça, parce que ça doit être personnel, ça doit être fait au bon moment, avec la bonne énergie, et que la personne le veuille vraiment, quoi, en fait. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on n'est pas encore des milliers à travailler là-dessus. On ne fait pas comme hier soir, notre cher, comment il s'appelle, c'est quoi le prénom? C'est Jeff Hormozy? Non, je ne sais plus. Alex Il Hormozy, fait ouais. Alex, notre Dieu, Alex. Enfin, moi, je suis pas marketeur, c'est pas mon Dieu. On fait pas, voilà, tu vois, dans ce travail-là pour l'instant, mais je pense que ça va arriver parce que bon, tu es dans le marketing au quotidien, donc tu dois voir en fait que tous les sujets aux États-Unis ou en Europe, on est tous autour de faut retrouver la flamme, faut retrouver, tu vois, le grit, ce qu'ils appellent les Américains, tu vois, c'est-à-dire cette force de caractère, tu vois, et tout le monde de la croissance personnelle va être obligé d'aller là-dessus, va être obligé parce que si cette dimension de l'individualité n'est pas nourrie, tous les aspects du business, ils dépendent de ça. C'est-à-dire que moins tu assumes ton individualité, moins tu influences, etc. Plus tu assumes ton individualité, plus ton pouvoir d'attraction amène les bonnes personnes. Ah, mais c'est, de toute façon, c'est le sujet justement dont je parlais hier avec un collègue, c'est-à-dire que toute la base, tout le monde dit qu'il faut développer un personal branding, etc. Mais en fait, toute la base du branding, c'est juste d'être soi, en fait, pour attirer des personnes qui nous ressemblent et l'attraction se fait naturellement. Et C'est ça, ça. tu vois, c'est quelque chose qu'on comprend justement dans le milieu de la danse, parce que dans le milieu de la danse, c'est beaucoup de branding aussi. C'est-à-dire que la manière dont tu vas te marketer en danse, dans ton style, dans les figures que tu développes, dans les compétitions que tu rejoins, dans les
position d'autorité, parce que c'est très tribal là-dedans. C'est très, ok, ce mec-là, ok, il a fini 12e au championnat mondial, donc du coup, il a estimé à tel niveau d'autorité. Il y a vraiment une perception des niveaux d'autorité et de respect. Et une fois que tu es toi-même, que tu n'essaies pas de copier le style d'un autre danseur, alors bien sûr, tu as toujours besoin de copier pour apprendre les bases, hein, on fait tous ça. Mais une fois que tu as développé ta propre chemin, ta propre individualité, c'est là où est-ce que le rayonnement intérieur ressort. Et c'est ce que moi j'expliquais aux danseurs. Ça t'aide pas non. Il y en a beaucoup qui cherchaient justement à apprendre certaines de mes techniques. C'est quoi la meilleure technique? Je dis c'est pas la meilleure technique que tu dois apprendre. Ce que tu dois apprendre, c'est ce qui te correspond le mieux, ce qui te fait rayonner toi-même, tu vois. Et ce que je vais t'apprendre, ça va être des bases techniques. Ça se trouve, ça se passe ce que tu vas retenir, tu vois. Donc, la base du branding, c'est vraiment ça, c'est de rayonner soi-même. Et tu as dit un point qui est intéressant. En fait, quand j'analyse ce que tu dis, tu vois, prenons deux profils de personnes qui regardent ce podcast. On va avoir les personnes qui vont être convaincues, qui vont être dans l'énergétique, qui vont être ouvertes d'esprit, etc. Des personnes qui vont se reconnaître là-dedans et qui vont comprendre ce que tu partages. Et tu as des gens qui vont être très rationnels. Moi, je suis un peu une jonction des deux, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de très rationnel de base, mais qui est très ouvert d'esprit aussi. En fait, ce que tu partages, c'est quelque chose de très évident. C'est qu'en fait, on a eu une phase d'évolution sur laquelle, effectivement, il y avait des risques de pillage, de guerre, de conscription, des périodes où on avait faim, des périodes où on avait moins faim, des périodes où on avait froid, des périodes où on mangeait qu'un repas par jour, des périodes où on avait des maladies facilement. Toutes ces choses-là qui aujourd'hui se sont effacées pour des Mhm. Occidentaux comme nous, Oui, alors que dans d'autres pays, c'est toujours la réalité, hein. Il suffit de prendre la guerre en oui, Ukraine, hein. Moi, j'étais en Ukraine, c'est un pays qui est pauvre. J'étais avant la guerre. Les gens n'ont pas l'accès à, ils ont accès à l'eau, mais c'est pas l'eau courante qu'ils ont chez eux, hein. L'eau est jaune, hein, quand on ouvre le robinet. Donc, pour nous, on est passé sur, ok, la sécurité, on l'a plus ou moins, d'accord? Maintenant, on va se concentrer sur d'autres choses, le développement personnel, l'évolution, etc. Donc, forcément, que ce changement sociétal et de psychologie et d'environnement, etc., a forcément déclenché des changements physiques, émotionnels, psychologiques, etc. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est tout à fait sensé, en fait, tu vois. Ça fait tout à fait sens. Il y a eu une évolution structurelle de la société qui a amené de nouveaux comportements, de nouveaux défis, etc. Et on ne peut pas y répondre. C'est tellement un changement profond qu'on ne peut pas y répondre en claquant des doigts avec une affirmation positive en disant tous les jours je suis le meilleur, etc. Tu vois. Et on en revient à ce qu'on disait des séminaires. J'ai fait des séminaires qui m'ont beaucoup aidé, hein, en développement personnel, il y a eu des super trucs qui m'ont vraiment énormément aidé. Mais les bases de ce que je constatais, c'est que c'était très personnel. Et je veux dire quelque chose qui est terrible, c'est que je pense à deux séminaires que j'ai fait où est-ce qu'à chaque fois on était plus d'une dizaine. Et en ressortant, ça fait plusieurs années, eh ben, la majorité des gens qui ont fait ces séminaires-là, 90% n'ont pas évolué. Je sais parce que je suis en contact avec eux, n'ont pas bah, c'est évolué. ça. Mhm. Parce que les problématiques sont, et j'ai discuté de ça avec certains, les problématiques sont plus profondes et qu'on ne pouvait pas se contenter d'un travail de surface. Tu vois, elles n'ont Voilà. pas évolué, certaines n'ont pas évolué financièrement, certaines ont régressé, elles n'ont pas forcément évolué personnellement. Alors, elles ont Mhm. évolué sur certains aspects de leur vie, elles ont découvert qu'elles fonctionnaient différemment, elles ont découvert qu'elles avaient un problème d'abandon, etc. Mais en dézoomant à l'échelle macro, on n'a pas vu une explosion fulgurante, tu vois, de leur Mhm. zone de génie, de là où ils sont réellement bons, etc. Parce que les outils qu'ils utilisaient étaient des outils qui résolvaient, enfin, même pas qui résolvaient, qui stimulaient les symptômes et pas la cause profonde. Tu C'est vois le ça, truc? c'est ça. Et c'est ça qui est en train de se révolutionner maintenant. Et c'est du coup, moi, c'est ça, les gens qui arrivent, tu vois, c'est ceux qui ont fait ce genre de séminaire et qui continuent de chercher et qui arrivent des fois en désespoir de cause ou des fois avec des situations d'entreprise très tendues qui arrivent là parce que du coup, effectivement, quand je parle de révolution du monde du soin de soi, bah, on y est. C'est-à-dire que ben voilà tous les raccourcis. Je suis vachement content. Je sais pas si tu avais prévu de me poser cette question-là, mais le peu d'interviews en fait que je fais, il y a toujours une question systématique qui arrive et même quand je vois, parce que j'écoute aussi beaucoup de choses à côté, il y a toujours bon. Alors X ou Nicolas, quel conseil tu donnerais, tu vois, à l'entrepreneur? Tu vois, à chaque fois, petit couple, j'y ai pas avec toi, donc c'est cool. Et tu vois, et en fait, bah, tu vois, avec tout ce qu'on a à échanger, tu vois, à un moment, les conseils, ça reste à la surface. Donc, ça peut être utile. Des fois, ça va ouvrir une perspective. Mais pour répondre aux changements structurels que tu as très bien décrits, ça ne marche pas, mais ça marche pas du tout. Du tout. Tu vois. Donc, on est sur du cheminement, on est sur des choses de plus complexes, on est sur des choses où il faut choisir.
Et donc, du coup, voilà, est-ce que tu as un conseil pour aider? Ouais, le conseil, c'est qu'on est sur un chemin de révolution du soin de soi et tout ce qui exclut la puissance personnelle, ça ne marche plus maintenant. Voilà, puisque ben, voilà, le business, il est basé sur l'individualité et le niveau supérieur de l'individualité, c'est le branding. Tant que ça, c'est pas en place, le reste, ça va stagner et tu auras beau faire plein de choses à côté, ça va stagner en fait. Et 100%. Et Et d'ailleurs, d'ailleurs, c'est... tiens, j'ai envie de ouais, rajouter un truc parce que je trouve qu'en avec plaisir. termes de clarté d'esprit, je trouve que c'est intéressant. Peut-être ça va intéresser que moi, on verra à la diffusion, mais en fait, on ne vit pas dans un monde de cause à effet. Tu vois, par exemple, moi, si tu veux te marrer, tu regardes certaines publications sur mes réseaux sociaux et à chaque fois, je me prends, tu vois, les gens des neurosciences et des machins, tu vois, alors que tu l'as dit, bah, tu vois, ce que je dis, c'est censé parce que c'est basé sur la réalité profonde mais pas sur la science en premier, ça c'est clair. Donc à chaque fois, je me prends, tu vois, les scientifiques qui me disent oui, mais si et ça. Et puis ça, ce que tu dis, c'est pas complètement faux, mais d'où tu le sors, etc. Et en fait, quand tu veux aller un petit peu en profondeur, bah, ils restent bloqués. Tu vois, sur leur conception, il n'y a pas d'ouverture émotionnelle, il n'y a pas de curiosité, ce que tu disais. À chaque fois, c'est des échanges qui tournent en rond. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on nous a vendu qu'on vit dans un monde de cause-conséquence, c'est-à-dire si tu fais tel type d'études, tu vois tu vas avoir telle vie et que ça va marcher. Si en tant que sportif tu fais tel effort en préparation physique, tu gagnes le match. Si tu prends soin de ta nourriture, il va se passer ça. Non, en fait, je suis désolé, on ne vit pas dans un monde de cause-conséquence, c'est ce qu'on nous a vendu, puisque avant on était sur un système de survie, donc qui était très intéressé par le côté linéaire des choses, alors que une vie et la performance, c'est tout sauf linéaire. Bref, on vit dans un monde animalité-rationalité, tu vois, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monde cause-conséquence, on est dans un monde qui est d'abord profondément magnétique, c'est-à-dire que tout ce qu'on a parlé d'individualité, de branding, on est d'abord sur le côté magnétique et animal, tu vois, et tant que ça, c'est pas résolu, tout le reste, ça glande, parce que l'énergie va pas au bon endroit, le désir, on nourrit du vide et pas du vrai. Et donc, comme on nous a vendu, tu vois, si je fais les bonnes choses, ça va marcher. Si je fais le bon stage de développement de séminaire et tout, ça va marcher. Bah non, on n'est plus en fait là-dedans. Mais ça, on nous l'a survendu, tu vois. Alors que la nature profonde, c'est que c'est du désir, c'est de l'animalité. Donc au départ, c'est tout ce qui nous fait peur parce que ce n'est pas contrôlable. Ça ne veut pas dire que parce que l'humain qui écoute ses désirs, il devient une bête furieuse. Pas du tout. On a la conscience qui prend le relais du désir, mais on est d'abord en fait des êtres irrationnels qui, pour fonctionner ensemble, on a besoin de rationaliser nos désirs, on a besoin de rationalité nos fonctionnements. Tu vois, c'est-à-dire que si là on se dit pas rendez-vous à 15 heures ben, on va jamais se retrouver. Ah ouais, Nico, je veux faire une interview avec toi. Ok, allez, on se tape dans la main, à la prochaine. Ben, du coup, on attend 20 ans, il n'y aura toujours pas d'interview. Donc, pour fonctionner, on a besoin de suivre nos désirs parce que c'est ça qui va nous épanouir. Mais derrière, il faut absolument, à la même échelle, rationaliser cette partie de nous qui, au départ, n'est pas rationnelle. Tu vois. Et du coup, ce que tu décrivais chez les danseurs, maintenant tu pourras évidemment, je pense que tu l'as déjà vu, mais tu pourras le regarder avec cet œil-là, c'est comment les limites, elles sont toujours au niveau de la partie irrationnelle. Alors, C'est-à-dire c'est-à-dire... c'est-à-dire tout ce que tu as décrit autour d'être toi. Tu vois, c'est-à-dire que les Ah gens, oui, bah, là, c'est... ouais, et tu vois bien que toi, en tant C'est clairement ça, qu'enseignant, hein. ben, tu étais obligé de leur dire non, mais moi, je peux te donner des techniques qui marchent, mais elles marchent pour moi. Hein, peut-être que sur le clan, tu vois, ça va marcher pour d'autres. Tu vois. Et donc, du coup, ben, cette rationalité-là, des techniques et des outils, elle ne fonctionne que si notre rapport magnétique et animal, il est calé à l'intérieur de nous. C'est tout ce qu'on a parlé là depuis 1 heure et quelque chose, tu vois. Mais Donc, c'est un truc très con, c'est un exemple pour de la danse, parce qu'en fait, c'est applicable dans le business, c'est applicable dans n'importe quoi. clairement, Un exemple qui est frappant, c'est qu'en gros, un jour, j'ai accompagné un danseur pour les championnats du monde qu'on a gagné. Mais à la base, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de mal à performer. C'est-à-dire que son style de danse, techniquement, il était pas incroyable, et surtout au niveau de son énergie, c'était quelque chose d'assez plat. C'est-à-dire qu'on pouvait le confondre avec 1000 autres danseurs. Donc c'est un danseur français. Et en fait, quand je l'ai accompagné, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas travaillé avec lui sur la technique,
mais je travaille avec lui sur l'unicité. C'est-à-dire OK, c'est quoi son histoire personnelle? Donc, c'est quelqu'un qui a été très frustré, c'est quelqu'un qui a une agressivité intérieure. Donc, on a travaillé sur un style qui est agressif pour représenter ça, tu vois. Donc, c'est quelqu'un Intéressant. qu'on a libéré. Ensuite, moi, par exemple, j'ai développé des techniques en danse et c'est ce qui a fait justement mon succès. C'est-à-dire que j'ai processisé, on va dire, mon succès pour moi. Je savais, Oui, je pouvais arriver dans n'importe quelle compétition, je savais comment arriver en finale parce que je connaissais comment fonctionnaient les points, je savais qu'à partir des quarts de finale, j'avais tant de chances de tomber sur tel type d'adversaire, que ce type d'adversaire-là, j'avais déjà analysé ses solos, donc je savais que lui était très agressif mais n'était pas très en rythme. Moi, pour être en rythme, il fallait que je fasse ça, il fallait que je danse sur une vitesse qui avait à 158 BPM, c'était très technique. Mais je savais ce qui fonctionnait pour moi. Mais lui ne savait pas, ce danseur-là, ce qui fonctionnait pour lui. Donc on a décortiqué ensemble son histoire. Donc on a travaillé sur un style qui était agressif. C'est quelqu'un qui aime s'appliquer dans les choses. C'est quelqu'un qui est très méticuleux et qui a une très bonne mémoire. Donc on a travaillé sur mémoriser un maximum de mouvements et sur avoir des mouvements fluides et décomposés. Et finalement, c'est un danseur que j'ai retrouvé en demi-finale des championnats français, alors que c'était un inconnu au bataillon il y a 2 ans. Il avait même pas, il arrivait en qualification, il se faisait éliminer en 32e de finale. Là, il arrivait directement en troisième place, donc on a eu une compétition l'un contre l'autre. Et tout ça parce que s'était réaligné sur son soi profond et qu'il avait trouvé son propre cheminement pour lui. Je pouvais lui enseigner mes meilleurs process. J'avais déjà essayé à l'époque parce que j'expérimentais. Ça n'avait pas fonctionné, en fait. Et ça ne ben, fonctionnait pas pour la plupart des gens. Et moi, j'étais convaincu à l'époque que c'était. Je me disais, mais fais ça, mais fais cet exercice-là, tu vas voir, ça va fonctionner. Et je voyais bien que ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai vite questionné le truc de, bah, de toute façon, je me rends compte que là, factuellement, on est 12 dans l'équipe. Pour les 12, ça ne fonctionne pas. C'est que c'est pas le bon process, c'est qu'en fait, il faut faire du personnalisé, en fait. Et voilà. c'est ce qui nous a amené à la réussite. Et c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. C'est copier-coller. Un client, il y Oui, a un audit au début. Mais nous, par exemple, on fait un audit rationnel. Donc, pour reprendre tes termes, rationnel. Donc, les chiffres, c'est quoi la boîte, etc. On fait un audit pas tellement psychologique, mais de la personne. Moi, je ouais, prends un call avec elle, je sens par l'expérience dans la danse, mais on a aussi un audit MBTI pour comprendre la personne en profondeur. Ok, est-ce qu'elle est plus intuitive, est-ce qu'elle est plus comme ci, comme ça, individuelle, est-ce qu'elle est plus en groupe. Ok, c'est quoi ses différentes peurs, son différents profils de personnalité. Et on se base pas en mode c'est une étiquette, tu vois. On se dit c'est une tendance, et par rapport à cette tendance, il y a des chances que on puisse mieux l'accompagner en posant plus de questions plutôt qu'en lui disant quoi faire. Tu vois. Cette personne-là, elle est un peu plus individuelle, donc elle est individualiste, elle aime bien la liberté, etc. Donc, on va lui donner une liste de tâches à faire, et ensuite on va la laisser implémenter parce qu'elle est très indépendante, tu vois. Et c'est comme ça qu'on voit le meilleur taux de succès chez, en tout cas, les meilleurs clients, ceux qui sont les mieux connectés à eux-mêmes, ceux qui sont le mieux diagnostiqués, et qui, au final, il y a vraiment, le schmilblick est aligné de partout, quoi, tu vois. c'est ça. Ben, c'est ça. Donc, tu vois, on décrit exactement la même chose avec des mots différents. Tu vois, quand tu me disais c'est quoi l'individualité, ben, c'est ce que tu as fait. C'est ça. Et tout est aujourd'hui, si ça, c'est pas en place, tu peux. Voilà. Donc, bah, moi, mon travail, il est sur l'individualité. Voilà. Voilà. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait bac plus 50 pour comprendre naturellement. C'est une évidence, en fait, pour moi, logique, tu vois. C'est une évidence il y a eu des changements sociétaux et il faut se baser sur un humain individuel pour l'accompagner et qu'il y a évidemment des dynamiques de groupe à mettre en place. Ça, c'est évident. Je vois que ça fait 1h40 qu'on discute. On a des vrais pipelettes et il y a beaucoup de choses à dire. Euh, alors, plutôt que de poser cette question stupide du conseil de la fin, alors je la pose parfois quand c'est pertinent. Là, je ne l'ai pas prévu aujourd'hui parce que, effectivement, moi, je ne la trouvais pas pertinente non plus. Mais est-ce que tu aimerais terminer avec un mot de la fin, mais surtout peut-être une anecdote, un cas client ou quelque chose que tu as envie de partager, qui te semble essentiel pour un entrepreneur qui se questionne en regardant ce podcast? Alors, qu'est-ce que je pourrais partager en plus de ce qu'on a déjà évoqué? Euh, alors, moi, ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est que peut-être le rapport à la critique, en fait, c'est que comment plus on va assumer notre individu, parce qu'en fait, comment, soit on fait pas grand-chose et on n'est pas critiqué, voilà. Soit du coup, on fait quelque chose qui amène de la valeur et qui du coup va se confronter à des points de vue et à des avis très différents, voire insultants. Bref, donc ça, on ne pourra pas l'éviter. Donc, comment le truc, c'est que, bah, en fait,
un peu notre évolution. J'aime pas trop dire ça, mais j'ai été obligé de reconnaître que c'est vrai, et les Américains sont plus à l'aise avec ça, c'est que bah, c'est en fonction du nombre de critiques que tu as que tu peux mesurer un petit peu ton niveau d'impact. Tu Hmm. vois. Donc, parce qu'en en fait, il y a deux trucs. C'est que quand on n'est pas critiqué et qu'on a une grosse influence, ça s'appelle la religion. Le dogme. C'est-à-dire que du coup, voilà, c'est-à-dire que du coup, il y a on attend la même chose d'à peu près tout le monde. Et donc, très clairement, en entrepreneuriat, c'est l'inverse qui marche, c'est-à-dire c'est une proposition de valeur unique, différenciante. Et donc, du coup, si on est sur le groupe, sur ce que les autres font, euh, soit ça marchote, soit au bout d'un moment, ça marche plus du tout, quoi. Voilà. Ça fait sens. Bah, écoute, mon cher Nicolas, c'est une discussion très enrichissante. J'invite les entrepreneurs qui regardent cette vidéo à regarder plusieurs fois les différents passages et éventuellement à contacter Nicolas si vous avez des questionnements. Ça me semble être essentiel. Moi-même, je prêche la paroisse parce que je suis moi-même un convaincu et que c'était vraiment une partie du 20-80 qui m'a permis de réussir, à la fois dans la danse mais à la fois dans l'entrepreneuriat. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle journée et au prochain épisode.